Bon, alors, le son, c'est bon. La caméra, c'est bon. Lumière. On va mettre le compteur. On en est là. Et puis, je dis bienvenue au 5e épisode. À tout de suite. Salut les gens, donc on va parler de l'avancement des travaux. Mon support est fait, comme je vous avais expliqué, en 2 parties pour l'instant, la 3e viendra plus tard. J'ai fini par trouver à peu près ce que je voulais sur la disposition de mes voies. La première étape qu'il a fallu que je trouve, c'était qu'il me fallait forcément à un moment ou à un autre faire une rampe pour passer de l'étage supérieur à l'étage inférieur et inversement. Donc il me faut faire une rampe quelque part. Pour pouvoir faire cette rampe, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. On parle entre une rampe, faut pas qu'elle soit trop raide. Il faut qu'elle soit entre 2 et 3%. 3% c'est un grand maximum, 2% c'est idéal. Voire même moins s'il y a la place. J'ai trouvé sur internet un site sur lequel j'ai pu vérifier si c'était possible ou pas, parce que encore faut-il avoir de la place. Donc sur une pente, en gros par rapport au cadre que j'ai fait, il faut que je descende de 17 cm et j'ai calculé maximum une pente de 2,5%. Ça m'a donné une certaine distance. Après la difficulté c'était de trouver comment faire pour descendre graduellement tout en gardant ces 2,5% maximum. J'ai pensé que comme mes cadres font tous 40 cm, j'ai simplement fait le calcul de combien je dois descendre pour une pente de 2,5% sur une longueur de 40 cm. Et la réponse a été toute simple, c'est il faut que je descende à chaque cadre de 1 cm. Ce que j'ai fait. J'ai donc coupé mes cadres et j'ai descendu de 1 cm, plus 1 cm, plus 1 cm chaque cadre, jusqu'à arriver au niveau inférieur tout en continuant dans les courbes, etc. Une fois que cette partie-là a été faite, donc la disposition de la rampe, au moins de la première rampe, il fallait que je mette en place mon support de voie. Pour ça, je suis allé à mon revendeur du coin, je ne vous redis pas les marques, je vous les ai dit dès le départ, chercher une planche de 10 mm d'épaisseur, de 2,50 m sur 1,20 m je crois, j'étais obligé d'en acheter 2. J'ai coupé ça selon ce que j'avais comme idée sur mon plan de voie. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas soigné. En plus c'est en souterrain, donc on s'en fout un peu. Mais c'est surtout que j'ai pas voulu faire des découpes au centimètre près de la courbe d'une voie, etc. C'est que de toute façon j'ai fait des cadres partout, donc j'ai suivi l'idée jusqu'au bout. Donc j'ai coupé des planches, des carrés, des longueurs, juste en droit. Ce que je trouve plus facile à assembler. Donc voilà, une fois que tout ça a été mis en place, j'ai pensé à l'isolation de la voie. Parce que ça se fait, tout simplement, même si on aime bien le bruit d'un train, si on peut réduire quand même un peu ce bruit-là, si vous avez plusieurs trains, c'est quand même mieux. Là, il y a 2 écoles qui s'affrontent. Vous avez ceux qui prônent le liège, et ceux qui prônent, décidément j'ai du mal, ceux qui prônent le dépron, le polystyrène, des choses comme ça. Moi, après mûre réflexion, j'ai choisi le dépron, parce que je m'étais dit que j'allais certainement mettre la couche de dépron sur toute la surface de mes planches sans m'occuper encore une fois des courbes, et que si j'avais besoin pour le ballast de couper après, ça serait plus facile à couper que du liège qui risque d'être un peu plus compliqué. Mais c'est juste une réflexion parce que j'ai pas testé les deux. Donc je suis allé acheter un paquet de dépron.
de 3 mm que j'ai encollé et mis sur toute la surface. Alors pareil pour la colle blanche m'a servi pour mes cadres, m'a servi pour l'assemblage des cadres, m'a servi pour coller les supports, la planche de contrepaquet de support de voie sur partout. La colle blanche me sert également pour avoir collé le d'éperon, ça colle impeccablement. Donc j'ai racheté encore deux bouteilles deux flacons de colle. Ensuite, donc j'en étais à l'isolant. J'ai commencé. La colle me sert aussi à coller les voies sur le d'éperon. Là, pas plus compliqué que ça. Vous en collez ou le d'éperon ou la voie, vous mettez l'un sur l'autre. À la limite, avec des clous ou des punaises, vous faites en sorte qu'il y ait une certaine pression dessus, ou avec du poids. Et ensuite, vous passez à la suivante. Le choix des voies était un peu compliqué parce que je pensais me resservir de mes anciens rails. J'avais des rails au mètre Jouef, une bonne quantité en plus. J'étais certain j'allais m'en resservir. Je me suis aperçu bien vite qu'elles étaient particulièrement corrodées. Alors j'ai passé un temps fou avec les 3-4 premières à tenter de les nettoyer. Ça avait l'air bien, mais quand je les ai mis en place et que j'ai mis à côté des rails flexibles tout neufs, aux premiers essais, j'ai vu tout de suite que ça n'allait pas parce que dès que ça arrivait sur les anciens rails Jouef, les locaux ralentissaient et reprenaient de la vitesse dès qu'elles arrivaient sur les voies rapides, enfin sur les voies neuves. Du coup, j'ai pris la décision de virer toutes mes anciennes voies, mais absolument toutes, les raiomètres comme les petits bouts de partout, les courbes, les choses comme ça. Je n'ai gardé que les aiguillages. Et j'ai décidé de prendre du rail flexible tout neuf pour toutes les voies. À propos des codes de voie, c'est assez simple à comprendre. Vous avez 3 codes en général, le code 100, le code 83, le code 75. C'est assez simple, c'est que plus le numéro est petit, sans entrer dans les détails, sans faire de formules mathématiques, mais plus le code est petit, plus c'est proche de la taille réelle par rapport à l'original. Enfin, à l'échelle, je veux dire. Donc c'est bien si vous avez du matériel récent, prenez du code 75. Par contre, si comme moi, vous avez du Jouef et puis des wagons d'un peu de partout avec des ou des écartements ou surtout des roues de wagons qui sont un peu de toutes les tailles, prenez du code 100, c'est pratiquement la même chose que le Jouef. Pour acheter donc des rails flexibles, il n'y a pas de 36 solutions. Le meilleur marché, c'est le rail Peco, le rail flexible Peco, code 100. Alors j'ai un peu comparé les prix. J'ai vu qu'il y en avait qui achetaient ça en grande quantité en Angleterre. Il y a une foultitude de magasins sur Internet qui vous vendent ça. Moi, j'ai choisi de prendre mes rails chez une boutique qui s'appelle Le Petit Train Bleu, j'en ai déjà parlé. Il y a une boutique à Paris, une boutique à Lyon, je crois. Boutique à Paris, je connais, boutique à Lyon, je ne connais pas. Mais je l'ai commandé sur le site, ça arrive de Lyon, donc, et je les ai payés 4 € le rail, donc un rail de, je crois, 914 mm. J'en ai pris une grosse quantité, donc j'en ai pris une centaine, quoi, 4 paquets de 25 rails. C'est une somme, mais au moins c'est la somme de la tranquillité. Pour les aiguillages, c'est certainement une erreur, mais j'ai choisi de garder mes vieux aiguillages Jouef, mais tout au moins pour la partie gare cachée. Par souci d'économie, parce que ça coûte une somme folle, et avec les rails, j'en avais déjà dépensé pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai pris, je vais avoir 5 voies dans ma gare cachée, donc j'ai pris des aiguillages, ceux qui sont en meilleur état, je les ai testés, ils fonctionnent parfaitement. Et pour la sortie de cette gare cachée, comme ça passera toujours dans le même sens, j'ai choisi de faire en sorte que les aiguillages, ce soient des aiguillages talonnables. Si c'est bien le bon terme, je m'excuse auprès des puristes.
Donc c'est des vieux aiguillages qui n'avaient plus de moteur, donc j'ai coupé tout ce qui avait en rapport avec la motorisation de l'aiguillage, les renvois, les clips et tout ça. De cette façon, quelle que soit la voie empruntée par les locomotives et les wagons et les voitures de voyageurs, les aiguillages vont se mettre forcément dans le bon sens, que ça arrive d'une voie ou de l'autre. De ce côté-là, je suis tranquille, j'aurai pas de problème de moteur, de motorisation, de choses comme ça. Ça, c'est une chose. Pour la pose des rails, je me suis équipé également d'une chose comme ça, une pince coupe-rail. Je ne pensais pas vraiment que c'était si bien que ça, mais finalement, je m'en sers énormément. Alors ce que j'ai fait, c'est que donc quand j'ai besoin d'un petit bout de rail, eh ben, je me sers de la pince, d'une petite lime, comme ça j'ai juste la bonne taille, et donc je me sers vraiment exclusivement que de ces rails flexibles. J'ai choisi également la technique du feeder pour alimenter les voies, c'est-à-dire que c'est un câble de forte section par rapport au train, hein, 1,5 mm, 2 mm, moi c'est du 1,5 mm. C'est du 1,5 donc que je fais courir sous la totalité du parcours, et chaque rail que je pose, je soude dessus 2 fils que je branche, que je soude directement sur donc le feeder dessous, et comme ça chaque rail sera un à un alimenté indépendamment de l'un de l'autre. C'est pas s'il y a un problème avec les éclisses, comme ça l'alimentation se fera bien partout. Au point de vue éclisse, j'ai utilisé beaucoup d'éclisses isolantes parce que pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire mes zones d'arrêt, où je vais les faire. Je vais certainement être obligé aussi de faire du cantonnage, hein. Vous savez, c'est le fait de pouvoir faire arrêter un train qui rattraperait un train devant, et ainsi de suite. Pouvoir faire donc rouler plusieurs trains sur la même voie sans que le train le plus rapide ne rattrape le train le plus lent. Donc le fait d'avoir mis pratiquement des éclisses isolantes à chaque bout de rail, plus une alimentation en dessous, après coup je pourrais modifier tout ça comme j'en ai envie. Pour la pose des rails, une fois les rails posés, surtout pour la partie visible, j'ai voulu préparer un peu le terrain, c'est-à-dire que j'ai voulu mettre en couleur et en ballast, au moins la partie visible. Pour ça, j'ai pris du blanc, une couleur très claire, pas du blanc, du gris clair, une peinture à gris clair très diluée, une espèce de lavis que j'ai passé sur toutes les traverses de mes voies. Je m'en suis également servi pour les flancs de rail, pour faire une espèce de peinture d'après. Et après, j'ai pris une peinture également acrylique pour les flancs de voie. J'ai pris du terre de sienne brûlée. Alors, je regrette un peu, c'est un peu sombre, mais bon, finalement, je m'y habituerai. Le seul problème de cette peinture-là, c'est qu'elle ne couvre pas beaucoup, donc il a fallu que je peigne 2 couches. Donc vous imaginez que les rails, c'est forcément, vous avez une longueur de rail extérieure, une longueur de rail intérieure, une longueur de rail intérieure, une longueur de rail extérieure, et en 2 voies. Donc même si j'avais pas énormément de longueur, ça m'a pris quand même quelques temps. Ensuite, le ballast. Ballast, c'est pareil, au point de vue pécunier, c'est pas donné. Il y a effectivement des techniques du faites-le vous-même, où vous récupérez de la terre à l'extérieur, que vous tamisez, que vous séchez. Bref, vous en avez pour un temps fou. Et puis en plus, chez nous en ce moment, il pleut pratiquement tous les jours, donc la terre, c'est plus de la boue qu'autre chose. Donc par souci de tranquillité, j'ai choisi du ballast tout fait. J'ai pris du ballast ABE. ABE, c'est Atelier Belle Époque. J'ai pris 3 couleurs, parce que je ne voulais pas une couleur forcément uniforme. J'ai pris du gris foncé, du gris clair et du rose. Pour la petite histoire, j'avais regardé sur le site d'ABE pour en acheter.
j'ai hésité un peu quand j'ai vu, je me suis peut-être trompé, hein, je m'en excuse auprès de ABE, j'ai cru voir 20 € de frais de port donc pour ça. Ça m'a semblé un peu prohibitif, alors j'ai cherché dans d'autres sites s'il n'y avait pas moyen d'avoir ces mêmes produits à peu près au même prix, mais avec moins de frais de port. Et j'ai trouvé sur un site, je vous mets le nom là parce que je ne me rappelle plus le nom, les mêmes produits, dans le même conditionnement, au même prix que chez ABE, mais avec moitié moins de frais de port, donc autour de 9 € je crois. Donc j'ai commandé chez eux. La petite chose qui m'est arrivée, c'est qu'apparemment ils avaient dû avoir un souci avec l'un des pots, je ne sais pas si vous allez le voir, hop là, et j'ai un pot qui est un peu, le couvercle est un peu cassé. En fait, c'est le seul pot qui avait du scotch autour. Et le fait est que quand c'est arrivé, ce pot-là était complètement vide dans le carton parce que ça n'avait pas tenu. Alors j'aurais pu râler auprès du commerçant, mais finalement, de toute façon, le carton était bien fait de telle sorte que j'ai récupéré l'entièreté du gravillon que j'ai remis dans le pot et puis ça s'est terminé comme ça, quoi. Donc voilà, j'avais mes 3 pots de ballast. Je me suis fait un mélange à part égale de ces trois couleurs. Et j'ai commencé à en mettre. Alors c'est finalement assez simple, c'est minutieux, mais c'est assez simple à faire. Vous mélangez ça dans un bac, vous prenez une cuillère et puis vous les distribuez un peu partout. De toute façon, on en reparlera des techniques particulières. J'essaierai de faire des vidéos vraiment spécifiques à ma façon de faire, même si c'est pas la meilleure. Bref, c'est assez facile à faire. Encore de la colle blanche bien diluée à mettre dessus pour faire prendre le tout. Et là, j'en suis à avoir acheté quelques petits lichens, quelques petites herbes de différentes tailles, comment ça s'appelle ça déjà? Du foliage, des choses comme ça pour décorer un peu cette partie qui de toute façon sera redécorée par la suite quand j'aurai le dessus des voies. Donc là, je décore vraiment que la partie rampe, la partie qui sera visible. Voilà où j'en suis. Alors, je pense que je ferai d'autres vidéos, mais avec un peu plus de détails sur ma façon de procéder. Et si vous avez des questions ou des avis de comment faire les choses mieux que ce que je ne fais, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine les gens.